Alors, nous vous avons apporté quelques éléments littéraires sur l'Algérie. Ah ben, voilà. Alors, il y a effectivement la littérature d'un des meilleurs connaisseurs de l'Algérie du côté français, qui est Benjamin Stora, à qui le président de la République a confié, mais de façon, à mon avis, relativement discutable, le soin de raconter, de se pencher sur l'histoire de la relation franco-algérienne, alors qu'en réalité, le problème de l'Algérie, c'est qu'elle ne se définit pas par rapport à la France, elle se définit essentiellement contre la France. Alors évidemment, nous sommes aujourd'hui devant un défi considérable, c'est que le sujet est très délicat en soi, mais en plus, nous l'abordons dans un moment de crise franco-algérienne qu'on va évoquer rapidement, sachant que nous couvrons avec Paul Rousselot, j'allais dire, deux périodes assez distinctes des relations franco-algériennes. En ce qui me concerne, je parle des années 80 à 90, c'est-à-dire la recherche d'une coexistence franco-algérienne après la disparition de Boumedienne, c'est l'ère Chadli. Et en ce qui concerne Paul, lui, c'est la période la plus difficile, c'est la période d'après 1990. Et là, je vais peut-être laisser à Paul le soin d'expliquer quelle est la particularité du moment où il a été en Algérie et sa partie de la connaissance de l'Algérie est la partie à la fois la plus longue et en même temps la plus délicate, puisque c'est celle d'une guerre civile dont il est absolument interdit de faire mention aujourd'hui en Algérie. Paul. Merci Edouard. Je suis arrivé juste après ce qu'on appelle les années de Braise, les années noires, hein. Tout ce qu'on peut imaginer de la période qui a été la plus tendue en guerre civile. On ne se battra pas sur les chiffres du nombre de morts, c'est pas la question. Disons la période qui a été de 1992 à 2002. Je suis arrivé un peu après dans les années 2000 et je suis resté une dizaine d'années, comme disait Alain. Ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est le traumatisme pour toute une jeunesse que ça a représenté de prendre le bus pour aller à l'école ou au lycée et de voir des morts dans la rue, de voir des attentats, et la peur qui est restée de cet épisode-là, où, sans polémique, les gens qui sont nés dans les années 80 ou années 70 et qui ont vécu ça jeunes, ne savaient plus à qui ils avaient affaire. Voilà. Ça reste un invariant, et si ça peut vous expliquer par la suite une chose à laquelle je suis très attaché, il ne faut pas confondre les termes. On parle indifféremment à tort de l'Algérie, du peuple algérien, du gouvernement algérien, des différentes parties de ce qu'on appelle le système là-bas. Tout ça, c'est différent. Faisons attention aux termes, ne serait-ce que pour respecter les personnes. Sachant qu'un des acteurs les plus importants ne peut jamais être désigné sous son nom, puisque sous le vocable sport et musique, on évite d'avoir à prononcer le mot sécurité militaire. C'est-à-dire... Pour décrire ce qui a changé de sigle depuis, avec une petite révolution au milieu des années 2010, avec la fin de ce qui s'appelait le DRS à ce moment-là, son découpage en plusieurs directions. Le DRS imaginait les principales directions du renseignement française regroupées sous une même tête. Donc c'était un outil à la fois très efficace et sans doute encombrant pour d'autres morceaux du système. Voilà. Et
et un outil, aussi morcelé est-il pu être, qui a pu avoir un rôle important dans le Irak. Voilà. Alors, parmi la bibliographie que nous vous proposons, on vous a parlé de Benjamin Stora. Il y a effectivement un livre qui, en ce moment, est au cœur est un nouveau sujet de polémique franco-algérien. C'est le fait que le jury du prix Goncourt a été décerné à Kamel Daoud sous le titre de Ouris. Alors, le sujet de ce livre qui est désespérant, c'est effectivement la guerre civile algérienne dont il est aujourd'hui interdit de parler en Algérie. Toute référence constitue toute référence constitue un délit. L'autre raison deux autres raisons de la querelle franco-algérienne actuelle. Il y a le fait que un grand écrivain français d'origine algérienne, Santal, a été emprisonné sans raison, et pour compléter la situation de crise franco-algérienne, la France a changé de position sur un sujet qui est au cœur du problème identitaire de l'Algérie, c'est-à-dire le passé colonial de l'Algérie, dont le régime algérien, et là j'adhère tout à fait à la mise en garde de Paul Rousselot sur le thème, il faut bien distinguer l'Algérie du régime algérien, du système algérien, c'est effectivement le fait que l'Algérie a hérité du colonialisme français en ce qui concerne le Sahara, parce que alors que lorsque le Maroc a revendiqué la succession de l'Espagne pour le nord-ouest du Sahara, la partie revendiquée par le Front Polisario, avec qui j'ai eu des relations pendant des années. J'étais le point de passage et le point de contact et de dialogue franco-algérien sur le Sahara occidental. Eh bien, les Algériens, eux, soutenaient le Front Polisario, et finalement, le Maroc a militairement et politiquement gagné la bataille sur l'héritage du colonialisme espagnol après la mort de Franco. Et aujourd'hui, El Ayoun est complètement sous contrôle algérien, et la France, qui avait gardé une attitude extrêmement prudente pour éviter d'ajouter ce contentieux au problème franco-algérien, la France a, semble-t-il, changé d'attitude et reconnu la marocanité de l'ancien Sahara espagnol. Alors tout ceci nous amène à la principale difficulté de notre sujet, qui est qu'est-ce que l'Algérie, qu'est-ce que l'identité algérienne? Alors là, j'allais dire, il y a une définition qui est assez difficile à admettre. Ça n'est pas moi qui l'a dit, c'est un des fondateurs du nationalisme algérien qui s'appelait Ferhat Abbas, et la citation que je vous recommande, c'est celle de Ferhat Abbas qui dit « J'ai cherché l'Algérie dans les cimetières et je n'ai rien trouvé ».
Et c'est effectivement un des problèmes dramatiques de l'Algérie, c'est qu'elle, contrairement au Maroc, qui a eu en permanence, même s'il a souffert de l'impérialisme extérieur, le Maroc a eu toujours une existence historique et un régime politique auquel se raccrocher, alors que l'Algérie, elle, a été successivement une colonie carthaginoise, une possession romaine, que l'Algérie, qui se réclame aujourd'hui de l'islam et de l'arabité, est beaucoup moins arabe que par exemple la Tunisie, et l'Algérie n'avait jamais eu d'université islamique, et l'intelligentsia algérienne, celle qui a quand même créé une forme d'histoire algérienne, faute de pouvoir travailler à la grandeur de l'Algérie, en réalité, s'était rallié à la monarchie marocaine et travaillait pour le roi du Maroc. Donc une autre référence historique est intéressante, et elle vient des théoriciens du colonialisme français. Ces théoriciens du colonialisme français sont des francs-maçons, élèves de Jules Ferry. C'est Jules Ferry qui a théorisé la version, j'allais dire, favorable à la présence française au sud de la Méditerranée, en nommant comme gouverneur général à Alger Jules Cambon. Et ça, c'est dans les années après la guerre de 70. Et puis, il se trouve que le frère de Jules, Paul Cambon, Jules était préfet de Marseille, pendant que Paul Cambon était préfet de Lille. Donc Jules Ferry envoie Jules à Alger, et quelques années plus tard, la France hérite, un peu par hasard, à cause d'une dette importante de la banque ottomane, qui, ne pouvant pas régler ses dettes à la France, lui dit écoute, moi je suis propriétaire, j'ai un protectorat en Tunisie, on vous le donne, et ça effacera notre dette. Et il y a, alors attendez, je peux pas attraper le bouquin, c'est celui qui est en dessous, voilà. Alors Jules Ferry envoie, donnez-moi le livre s'il vous plaît, Jules Ferry envoie le frère de Jules Cambon, Paul, à Tunis, en lui disant qu'est-ce qu'il faut faire avec la Tunisie. Et là, Paul Cambon s'adresse à son frère, et la correspondance quasi quotidienne entre Paul Cambon à Tunis et Jules Cambon à Alger va donner lieu à, en réalité, une alternative de la politique coloniale française dans le Maghreb, et toutes les idées, tout ce que dit la critique la plus acérée de la présence française en Algérie est faite précisément par notre gouverneur général, qui dit à son frère « Écoute, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire en Tunisie, mais en tout cas, j'ai un conseil à te donner. Il ne faut pas faire comme on fait en Algérie, parce que cette histoire algérienne va mal se terminer. » Et toutes les idées qu'on prête à Lyautey ensuite au Maroc sont en réalité tirées, sont l'héritage intellectuel et politique
et organisationnelle de la théorie du protectorat inventée par Paul Cambon. Voilà un petit peu sur le problème idéologique. L'autre grande difficulté de notre sujet, c'est que le sujet qui est effectivement traité, il y a la guerre d'Algérie qui est un élément essentiel, mais on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'un des problèmes particuliers de l'identité algérienne, c'est qu'au départ, les Algériens, les ressortissants algériens qui demandaient plus que la reconnaissance de l'indépendance, ils revendiquaient en réalité la reconnaissance de leur pleine qualité de citoyens français. Et là, il y a un autre débat, c'est le débat sur le texte de l'amendement. Voilà que j'ai un trou de mémoire de 1870. C'est le décret Crémieux qui donne en réalité aux populations non françaises ethniquement la possibilité d'accéder à la pleine nationalité française pour les gens qui sont soit des populations juives d'Algérie, qui, elles, effectivement, adhèrent au décret Crémieux sans difficulté, alors que les musulmans qui sont en principe couverts par le décret Crémieux ont une hésitation et finalement refusent d'obtenir la nationalité française parce que ça impliquait une reconnaissance, une espèce de hiérarchisation entre la charia, c'est-à-dire le droit islamique, et la souveraineté de la loi laïque. Et finalement, le grand problème identitaire de l'Algérie n'était pas tellement d'obtenir l'indépendance que d'obtenir la reconnaissance de leur nationalité française. Voilà, tout ça donne à la guerre d'Algérie une difficulté de compréhension. L'autre énorme difficulté, c'est l'issue de cette guerre d'Algérie, qui fait qu'il a manqué en Algérie ce qui a permis à l'Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, de surmonter le drame du passé, c'est-à-dire que la grande sagesse des Sud-Africains, aussi bien qu'il s'agisse de la population colonialiste blanche ou des révoltés noirs, ils ont réussi effectivement à rester ensemble, alors que l'Algérie, le nouvel État algérien s'est construit sur le rejet de la France, et là se trouve une des grandes difficultés et le côté un petit peu dramatique de la relation franco-algérienne. Alors, parmi les très grands sujets de notre débat d'aujourd'hui, il y a évidemment la question de l'économie, que je vais peut-être laisser à Paul le soin de présenter, sachant qu'effectivement l'Algérie est
d'une certaine façon, victime de sa prospérité. C'est le côté enfant gâté des héritiers du gaz et du pétrole. Paul. Alors, je ne suis pas familier avec cette télécommande. Comment peut-on lancer le diaporama? Voilà. Parfait. Je n'insiste pas plus sur cette citation. Je vois qu'en vert, je vais vous la lire. Les relations entre France et Algérie, elle est très connue, peuvent être bonnes ou mauvaises. Elles ne peuvent en aucun cas être banales. Alors, elle est souvent attribuée au président Boumedienne. En fait, tout le monde l'a prononcée, ou quasiment depuis. Et en tout cas, tout le monde le pense. Je vais vous donner un certain nombre de chiffres parce qu'il y a pas mal de confusion sur le sujet en ce moment quand on écoute la presse ou qu'on la lit. Donc on va être purement factuel. Les relations avec l'Algérie, c'est 1,5% de nos échanges mondiaux. La balance est déficitaire pour la France, clairement, même si elle l'est moins en 2024 qu'en 2023, pour une question de coût du pétrole, tout simplement. Pour faire la part des choses avec l'écume du quotidien, les exportations françaises en Algérie en 2024 ont augmenté de 6,6% par rapport à 2023. Les exportations algériennes ont baissé, elles, de 11,2%, mais en fait, elles n'ont pas baissé en volume, elles ont baissé en coût. C'est le prix du pétrole qui a évolué. Donc il ne faut pas chercher plus que ça dans ce genre de chiffres. Voilà. Un petit rappel aussi, parce que de temps en temps, je vois des commentateurs et des experts autoproclamés dire qu'on ne peut pas se passer de ceci, on ne peut pas se passer de cela. Le pétrole algérien, c'est 10% de nos achats. On peut considérer que c'est beaucoup ou que c'est peu. Le gaz algérien, c'est 8% de nos achats en ce moment. Et ça a toujours été dans ces ordres de grandeur. On achète d'abord, selon que c'est du gaz ou du pétrole, au Nigeria, à la Norvège, aux États-Unis, avant à la Russie. Dans 6 mois, je ne sais pas comment sera le curseur entre Trump et Poutine sur le sujet. Mais voilà les chiffres. Les ventes de produits algériens en France, c'est effectivement quasiment 80% des hydrocarbures, mais pas que ça. C'est aussi pas mal de matériaux de construction. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, ayant participé à cette aventure des matériaux de construction en Algérie, eh bien, je suis heureux de voir que l'Algérie sait exporter ce type de produits aujourd'hui, qu'elle a un savoir-faire qui est reconnu. Et les produits français en Algérie, donc en augmentation. Alors, on a beaucoup parlé du blé, qui a un peu repris en 2024. Le blé en 2023 est chuté pour 2 raisons. Une dont on parle beaucoup, c'est la tension dans nos rapports. Une dont on parle très peu, c'est que la France aurait été bien embêtée si on lui avait demandé du blé, puisqu'elle n'en avait pas à fournir. Il y a eu 3 très mauvaises années successives dans les céréales françaises, et la France n'avait pas de blé à fournir. Donc chacun prend l'explication qui l'intéressera dans cette affaire. Voilà. Une autre façon de situer l'intensité de nos relations, ce sont des chiffres 2023, mais je ne pense pas qu'en 2024, ça ait beaucoup bougé. L'Algérie est le 25e client de la France, son 20e fournisseur et son 39e investisseur. Si on regarde les choses dans l'autre sens, en Algérie, dans les 20 dernières années, vous avez eu à peu près tout le CAC 40 qui est venu. Et pour ceux qui n'arrivent pas à lire, Total, Alstom, Lafarge, Veolia, Air France, bien sûr, Danone, Natixis, BNP Paribas, Aventis, Sanofi, Schneider, Renault, PSA, sous son ancien et son nouveau nom, Engie, la CMA, bien sûr, etc. La France est le premier partenaire européen par nombre de filiales. En Algérie, c'est une enquête de l'Union européenne, pour ceux qui veulent les sources. Et le stock des investissements français en Algérie, on parle de stock des investissements pour ceux qui sont moins familiers avec ça,
c'est le cumul des investissements en tenant compte des amortissements. Vous voyez qu'il a augmenté entre 2022 et 2024. Il est passé de 2,4 milliards d'euros sur place à 2,8 milliards d'euros. Donc nous investissons beaucoup en Algérie et nous investissons plutôt plus. Donc la France, troisième investisseur en Algérie, derrière les États-Unis et l'Italie qui a fait un travail remarquable, et reste la première hors hydrocarbures. Voilà. Alors dans quoi on investit? Finance et assurance, on est très présent effectivement. L'industrie manufacturière, automobile, pharmacie, alimentaire, chimique, et les industries extractives au sens le plus large. Le chiffre des investissements algériens en France, il est loin d'être nul, même si ce n'est pas le même ordre de grandeur. C'est plus de 600 millions d'euros en 2022. Voilà. Les entreprises algériennes commencent à investir en France. Et il n'y a pas que Cévital. Juste un peu de recul sur cette évolution de 2015 à 2024. Vous voyez que la balance devient négative à partir de 2020. Donc la France achète plus en Algérie qu'elle ne vend. En fait, il faut paramétrer ça comme la totalité des échanges. Cette courbe, c'est la somme des deux, tout simplement. Vous avez en bleu les exportations françaises et en jaune les importations françaises. Donc en bleu, ce qui part de France et va en Algérie, et en jaune, ce qui vient d'Algérie. C'est très paramétré par le cours du pétrole, avec un effet direct sur le coût pour la France d'un import, et un effet indirect, on le voit il y a une dizaine d'années, l'Algérie a subi le contre-coup de la baisse du pétrole, une baisse très sensible, parce qu'il va passer de 110 $ à peine 30 $ en quelques mois, et du coup, elle a moins d'argent pour acheter. Elle voit ses réserves qui fondent, et en 2017, d'ailleurs, la situation commençait à être vraiment préoccupante de ce côté-là. Donc, si vous voulez retenir quelque chose des échanges commerciaux entre France et Algérie, c'est j'allais dire presque une remarquable stabilité qui ne correspond pas forcément aux commentaires que l'on entend aujourd'hui. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés vues d'un Européen? Ce n'est pas spécial à la France. Il y a une loi qui est sortie en 2008 qu'on appelle la loi 49-51, où pour tout ce qui revêt un caractère stratégique, c'est ainsi que la loi algérienne l'a écrit dans la première mouture, il faut trouver un partenaire algérien qui prend 51% du capital. Ce qui, effectivement, n'enchante pas tous les investisseurs potentiels. Alors cette loi, de temps en temps, vous la présente comme une catastrophe absolue pour l'Algérie, de temps en temps comme quelque chose de formidable. Bon, sur le moment, ce qui est factuel, c'est qu'elle a divisé les investissements étrangers en Algérie par 8, parce que les gens ont attendu de voir, en disant qu'est-ce que ça veut dire juridiquement de me retrouver minoritaire dans mon investissement. Personne n'aime être minoritaire quand il est celui qui investit et amène un savoir-faire. Bon, cette loi a été modifiée depuis plusieurs fois, parce que le gouvernement algérien a bien vu cet effet qu'il n'avait pas recherché. Ça reste une forme d'insécurité juridique, parce qu'on a restreint ce qui était de caractère stratégique, mais on n'a pas créé de clause d'antériorité. Le terme reste assez général. Donc, c'est un peu compliqué quand même, parce que ne serait-ce qu'il faut trouver un partenaire sur place. Bon. Deuxième point qui est, depuis longtemps, ça n'a rien à voir avec les relations de la France avec l'Algérie, je laisserai monsieur l'ambassadeur me corriger, elles ont toujours eu des hauts et des bas. Ce point-là, il est remarquablement constant. Le rapatriement des dividendes à la maison mère est toujours une affaire compliquée. Ça, plusieurs boîtes l'ont vécu ou le vivent. J'ai pris les exemples de Daher et de Lafarge. En ce moment, c'est CMA-CGM qui cherche à rapatrier 50 millions de dividendes, qui y arrivera, mais ça prend beaucoup de temps. Ça passe par beaucoup de bureaux différents. L'administration est quelque chose d'impressionnant.
Comme m'a dit un jour ma directrice juridique, on a pris tous vos défauts, il reste à prendre vos qualités. Il y a un côté France des années 50, de ce point de vue-là. Voilà. Et ce que je vous disais là, après, il peut y avoir un peu de pression exercée sur des retards administratifs. On a des difficultés à homologuer les produits. Ça, c'est par exemple dans les médicaments, parce que l'Algérie cherche à promouvoir, et je le comprends, sa propre industrie nationale sur les médicaments. Et c'était elle qui avait aussi attiré quelques années avant les investissements européens sur le sujet. Le cadastre. Pour vous faire sourire, je me souviens un jour d'être allé au cadastre de la ville la plus proche et d'avoir demandé des plans correspondant à mon site industriel qui s'étalait quand même sur 4 km². Et la personne m'a répondu très gentiment, très premier degré, « Quelle version voulez-vous » Sûrement, j'étais un peu surpris, puis après on m'a expliqué qu'il y avait toujours plusieurs versions. Voilà. Voir le renouvellement des titres de séjour des dirigeants quand on veut leur faire comprendre qu'il faut être un peu plus souple dans la négociation. Ça existe aussi, ça fait partie du jeu. C'est pas spécial à la relation franco-algérienne, mais ça fait vraiment partie du quotidien. Voilà. Je crois que j'en ai quasiment terminé. Alors, dans ce qui avait été vu dans un échange très médiatisé entre les deux gouvernements il y a 2 ans, c'était l'inventaire des besoins de part et d'autre. Les besoins qui ont été exprimés par l'Algérie, c'était beaucoup de conseils, d'apports de savoir-faire ou d'apports de matériel. Encore une fois, on vend beaucoup de matériel. Dans l'agriculture, dans le réseau ferroviaire, dans la transition énergétique, etc. Les besoins français, là c'est intéressant, il y a un point qui est assez peu cité, sauf erreur de ma part, par les commentateurs, sont les terres rares. La France a le souci de diversifier ses approvisionnements en terres rares par rapport à la Chine, et les terres rares qui peuvent exister en Algérie l'intéressent. Et bien sûr les hydrocarbures, ça je ne vous surprends pas. Voilà. Après on parle de sanctions de part et d'autre, c'est très à la mode les sanctions depuis 2022 dans tous les sens et entre tous les pays. Bon, c'est là qu'on voit que la notion d'autonomie, d'indépendance est quelque chose de complexe. Parce que si l'Algérie a pu sanctionner sur le problème qu'évoquait monsieur l'ambassadeur, sur l'attitude par rapport au Polisario, a pu sanctionner l'Espagne assez facilement en 2022, elle a dû renoncer à pas mal de sanctions contre la France, parce que les systèmes algériens d'assurance, les systèmes bancaires, beaucoup de systèmes informatiques sont liés au système français. Donc c'était plus compliqué. Ça c'est une affaire récente parce que là je vous parle de novembre 2024. Moment de tension où finalement l'arme nucléaire n'a pas été sortie parce qu'elle était réciproque. Voilà. Alors on en arrive, j'allais dire, à la conclusion parce que il faut qu'on laisse de la place aux questions-réponses, qui est le problème des relations identitaires entre l'Algérie et la France. La grosse difficulté vient du choix par l'Algérie et par les responsables algériens de la définition de qui ils sont. Alors, l'Algérie a choisi, pour des raisons assez largement idéologiques, de se définir essentiellement comme un pays arabe, alors qu'elle n'est pas qu'un pays arabe, elle est aussi et principalement un pays d'origine berbère, d'une part, et d'autre part, un musulman, alors qu'effectivement, si l'islam est bien la religion majoritaire et légitime en Algérie, la langue française et la culture française sont des éléments très importants de l'identité algérienne. Et c'est là un des problèmes. Je vais prendre un exemple assez simple.
moi, mes amis algériens, la quasi-totalité, je les ai connus dans l'Algérie indépendante et comme citoyens algériens très attachés à leur nationalité. Ça, c'était dans les années 80. Et aujourd'hui, tous, ou pratiquement tous, ont choisi de devenir citoyens français. Récemment, ils n'avaient pas suivi, alors qu'ils étaient nationalistes et qu'ils le sont toujours, ils n'avaient pas choisi de retourner en France après l'indépendance en 62. J'ai un autre exemple encore plus difficile à expliquer, c'est que le père de la diplomatie algérienne, qui a été ambassadeur d'Algérie en France et qui a été représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, qui a été ensuite ministre des Affaires étrangères algérien pendant des années, eh bien, n'a jamais accepté de devenir Premier ministre algérien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il réside en permanence en France et qu'il aurait été difficile pour le Premier ministre de l'Algérie d'expliquer pourquoi il préférait habiter place Victor Hugo et aujourd'hui boulevard Maurice Barrès, dans le 16e arrondissement. Voilà les problèmes extrêmement compliqués de nos relations identitaires avec l'Algérie. Un autre exemple, et puis je m'arrêterai là parce que sinon on peut en parler encore pendant des années, c'est lorsque les autorités militaires et les services de renseignement algériens ont choisi dans les années après la révolte kabyle en octobre 1988 de réprimer la revendication identitaire des Kabyles. Les autorités algériennes nous avaient demandé, ou m'avaient demandé, de sauvegarder les éléments historiques de la culture algérienne, qui est de la culture kabyle, et qui avait été rassemblée pendant 132 ans de colonialisme français par les Pères blancs. Et si tous ces documents existent encore, c'est parce que nous les avons transférés de façon complètement clandestine par la valise diplomatique française pour éviter que ceci soit détruit par ce qui s'appelait à ce moment-là sport et musique. Voilà les grands problèmes identitaires qui sont au cœur de la relation franco-algérienne et qui font que le dialogue imaginé par notre président de la République pour parler d'histoire sera toujours très très difficile à couvrir. Voilà, je crois que maintenant il nous reste plus de questions que de réponses. Voilà, j'espère que je n'ai choqué personne. Si encore une autre chose pour vous dire à quel point le sujet diplomatique est difficile, c'est que parmi les choses que nous avons réussi à résoudre avec l'Algérie, c'est en 1980 le fait que j'ai appris complètement par hasard que 18 ans après l'indépendance de l'Algérie, les services secrets français et algériens continuaient de faire fonctionner, tenez-vous bien, un centre de recherche et de production
de ce qu'on appelle la bombe atomique du pauvre, c'est-à-dire les produits de guerre bactériologique et chimique. Et que j'ai donc pris ma canne et mon chapeau pour aller voir le général Belrire, qui était à ce moment-là le bras droit du président de la République algérienne, le président Chadli, pour lui dire « Je viens vous parler d'un sujet un peu délicat ». On était à ce moment-là proche de la guerre avec l'Algérie à cause du Sahara occidental où les avions français partis de la base de Dakar allaient balancer du napalm sur le front Polisario soutenu par l'armée algérienne. Je lui dis écoutez, je viens vous voir sur un sujet un peu difficile. Vous avez été gouverneur de cette partie du Sahara occidental, du Sahara algérien à ce moment-là. Est-ce que vous savez ce qui se passe sur la base de B2 Namous? Il m'a dit écoutez, j'étais bien gouverneur là-bas, mais je n'ai jamais eu le droit d'approcher ce centre. La seule chose que je soupçonne, c'est que ça devait être un centre de recherche nucléaire militaire algérien. Lui dit non, pas du tout. Mon général, il s'agissait d'un centre de production et de recherche de produits de guerre bactériologique et chimique. Et sa réaction est intéressante. Il m'a dit mais les Français, vous êtes fous. Comment imaginer de coopérer avec nous sur ce sujet-là? Il est urgent de supprimer ce système, et nous avons mis fin ensemble, sans que personne n'en parle jamais, à cette chose absolument extravagante. Voilà, j'en ai terminé avec la partie la plus difficile à comprendre de la relation franco-algérienne, qui est délicate, mais qui peut aussi être très profonde. Merci beaucoup.